BFM Business, BFM Crypto, le club. Toute l'actualité des cryptoactifs, des NFT, de la blockchain, on va en parler avec nos invités en plateau comme tous les jours à cette heure-ci. Raphaël Bloch, bonjour. Bonjour. Co-fondateur, rédacteur en chef de The Big Whale. On vous avait eu à l'antenne il y a quelques jours, vous étiez en Argentine, on aura peut-être l'occasion d'y revenir brièvement. Pierre Noisa également en plateau, président fondateur de Paymium, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous cet après-midi. Vincent Bois est également en ligne avec nous, analyste marché chez IG. Bonjour Vincent. Bonjour. Avec vous, le plan de trading, on va d'abord s'intéresser évidemment au Bitcoin et à l'Ether. Est-ce qu'on est toujours aux environs des 30 000 $? On est toujours sur les 30 200 $ actuellement. Et donc, est-ce qu'on peut s'intéresser au niveau à surveiller, tendance? Alors oui, effectivement, alors on est toujours bloqué sur ces niveaux, donc le range que l'on a depuis maintenant près d'un mois persiste un peu plus que prévu. On a tout de même certaines influences plutôt sur les heures asiatiques. On voit à plusieurs reprises ces derniers jours des chutes vers 2-3 heures du matin, donc plutôt une influence justement sur les investisseurs asiatiques. Mais on reste dans ce range. On n'est pas revenu tester les 28 600 qui est ce support toujours que l'on surveille. Donc peu de changements de ce côté-là. Les marchés traditionnels restent également assez hésitants dans l'attente de certains rendez-vous, notamment l'inflation américaine demain ou encore la Fed la semaine prochaine, qui pourrait être un peu déterminant. On voit qu'il y a quand même une volonté de rebond, particulièrement également sur les crypto-monnaies et sur le Bitcoin. Et donc, si on a de ces bonnes nouvelles, en tout cas, ce qu'on va surveiller, qui n'est pas spécial au marché crypto-monnaie, mais sur l'inflation demain, et si on a une bonne nouvelle, ça pourrait permettre une impulsion sur les marchés traditionnels et sur les valeurs spéculatives, notamment ici le Bitcoin, qui pourrait tenter de venir dépasser toujours ce niveau des 31 000, 30 500 $, qui est un niveau technique et un plus haut que l'on observe depuis un certain temps. Et donc ce dépassement qui pourrait être justement amené par ces nouvelles, peut-être sur l'espérance d'un pic d'inflation et donc d'un retour haussier sur les marchés spéculatifs, le Bitcoin pourra en profiter. Donc toujours un peu les mêmes niveaux finalement qu'on va surveiller sur les 28 600 à la baisse. La cassure pourrait nous ramener toujours sur ces 25 500 et qui pourrait permettre le rebond. Et à la hausse, on essaye de valider ce dépassement des 30 500, 31 000 $ pour ensuite aller chercher les anciens plus bas annuels. Donc on parlait des 33 000, 34 000 $. Un mot de l'Ether rapidement. Alors l'Ether, de la même façon, on est également sur cette hésitation, même si la chute a été un peu plus importante puisque on se maintient sur ces plus bas 1700, toujours ce niveau fatidique de 1700 $ sur le cours donc de l'Ether qui reste et qui se maintient. Sous ce niveau, on va très probablement aller chercher nos 1420, cet ancien plus haut historique de l'ancien bull market que l'on avait vu en 2017-2018. Et donc, pour le moment, les 1700 tiennent. Attention à une cassure sur l'Ether. On suit également ce qui se passe du côté de cette mise à jour de The Merge sur le Proof of Stake qui semble, en tout cas sur les tests, bien avancé, mais il peut y avoir encore des choses qui sont repoussées. Donc il y a également ce risque supplémentaire sur l'Ether, mais on tient les niveaux de la même façon. Donc ici, nous n'avons que peu de changements par rapport à ces derniers jours. Les 1700 $ à la hausse, il faut aller casser les 1950. L'objectif, pour les mêmes raisons que j'ai évoquées sur le Bitcoin, serait d'aller chercher les 2150. Au-delà de ces 2150, eh bien, on pourrait avoir cette impulsion qui nous permettrait d'aller vers les 2450, 2500 $. Merci beaucoup, Vincent Bois, analyste marché chez IG. Au retour en plateau, Raphaël Bloch et Pierre Noisa. Raphaël, vous êtes de retour d'Argentine. Avant de passer en revue l'actu, j'aimerais qu'on en dise un petit mot. C'était intéressant. C'était super intéressant. C'est quand on a décidé finalement de partir à l'étranger pour voir ce qui se passe dans d'autres écosystèmes crypto. L'Argentine et Buenos Aires se sont naturellement imposés parce que, et on en parlait avec Pierre avant de vous rejoindre, ce qui est intéressant, c'est que l'Argentine est une économie développée, alors qui a évidemment connu des crises successives et qui a un écosystème crypto en fait assez vif, avec pas mal de startups et des gens qui utilisent des cryptos parce que le peso est une monnaie qui ne vaut quasiment rien, surtout en fait le peso a commencé à perdre de la valeur dans les années 2000 quand il y a eu cette crise financière en Argentine. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que vous avez une économie qui peut un peu nous ressembler à l'économie européenne, sauf que vous avez un usage qui est beaucoup plus simple et moins financier des crypto-monnaies. Ça viendra peut-être en Europe. C'est justement ce qu'on voulait aller voir, en fait, vérifier sur place. Et effectivement, ça va peut-être un jour arriver en Europe.
L'actualité, on va parler du champion français et mondial de la conservation d'actifs numériques, Ledger, société d'investissement aussi de Cathay Innovation. Ils viennent d'annoncer la création d'un fonds de 100 millions d'euros dédié au Web3. Pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, c'est le premier en France. C'est-à-dire qu'en France, il y a déjà des acteurs assez présents sur les thématiques liées aux crypto, au Web3. Je pense notamment à Xange et à d'autres fonds comme TGV. Là, ce qui est en fait assez tout bêtement nouveau, c'est que on a un fonds qui est dédié exclusivement à cette thématique. Alors, il y a d'autres pays où on voit des fonds de ce type. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que Ledger, comme vous l'avez dit, est une licorne française. C'est l'un des leaders mondiaux dans le secteur des actifs numériques. Eux, ce sont les leaders sur la conservation d'actifs numériques. Juste pour vous donner une idée, Ledger, alors ce sont des estimations fournies par l'entreprise, mais stocke à peu près 20% des actifs numériques en circulation sur la planète. Donc, c'est juste énorme. Et en fait, leur partenaire, Cathay Innovation, est un fonds, une société de gestion et d'investissement française. Il gère à peu près 4 milliards d'euros d'actifs et c'est un actionnaire de Ledger. Et effectivement, ils ont envie d'accélérer sur toute la thématique Web3. Ils ont même convaincu la BPI. Exactement. Alors c'est aussi un élément intéressant dans ce fonds, c'est que BPI France, pour la première fois, donc investit directement dans un fonds Web3. Hier, on a vu que le patron de BPI France, Nicolas Dufourcq, avait annoncé sur votre antenne que BPI France avait investi dans 7 autres fonds crypto. Donc voilà, on voit bien que on change totalement d'échelle, que ce type de fonds va se développer et c'est assez intéressant de voir ça en France. Pierre, vous voulez réagir ? Ça montre l'adoption qui croît, qui se développe. Et là, l'exemple de l'Argentine, très parlant. C'est un pays qui a connu l'hyperinflation, qui la connaît encore aujourd'hui et qui voit dans les cryptos une solution à ses problèmes. Donc, on est bien sur quelque chose d'utile, une invention utile. Donc, il n'y a pas de gaspillage, comme j'entends parfois, parce qu'il y a des gens, quand il y a utilité, il n'y a pas gaspillage. Et il y a même, en ce qui concerne Bitcoin, peut-être aussi un impact environnemental qui est positif. Donc, tous les signaux sont au vert pour acheter des cryptos et se positionner sur ces nouveaux actifs. On va revenir sur le fonds de Ledger et de Cathay Innovation. Qu'est-ce que ce fonds va financer ? Est-ce qu'il y en a d'autres en France ? Alors, il n'y a pas actuellement de fonds, d'autres fonds Web3, même si là, dans les semaines qui viennent, on sait que certains vont eux aussi communiquer sur le lancement de fonds dédiés au Web3. On a posé la question, de Big Whale a posé la question à Pascal Gauthier et à Cathay Innovation pour savoir un peu ce qu'ils avaient envie de financer. Ils ont déjà commencé en fait des investissements avec la poche de 100 millions d'euros et en réalité, ils visent toutes les thématiques parce qu'aujourd'hui, le Web3, ça n'est pas que les cryptos. On voit qu'il y a des entreprises dans le gaming, dans la sécurité. Vous avez aussi tout ce qui est art, il y a également le transport, la conservation. Voilà, il y a en fait plein de thématiques qui sont concernées. Je pense aussi au luxe. Et donc leur but, c'est d'aller repérer toutes les pépites en fait qui gravitent en France, en Europe et dans le monde autour de l'écosystème crypto. Est-ce que c'est le bon moment pour lancer un fonds Web3 ? On voit bien que depuis quelques mois, les marchés crypto ont tendance à baisser. Effectivement, Vincent en parlait juste avant. Bon, on est sur là une tendance plutôt baissière, même si on sent que ça se stabilise un petit peu autour des 28 000, 30 000 $ pour le Bitcoin. Mais effectivement, ça fait maintenant plusieurs semaines, si ce n'est quelques mois, que le marché ne cesse de baisser. En fait, ce qui est très intéressant, et ça c'est, j'allais dire, les gens qui sont depuis des années dans l'écosystème crypto, comme Pierre le savent parfaitement, ce sont dans les périodes en réalité de baisse que les projets se bâtissent. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'on ne parle plus de prix, c'est-à-dire qu'à chaque vague de hausse des marchés, vous avez donc beaucoup de capitaux qui s'investissent dans des startups. Et donc là, on entre dans la phase où en fait, ce sont des projets qui vont développer leur système, leurs produits. Et en fait, on sait que dans les mois et les années qui viennent, on va retrouver les nouveaux champions. Ledger a très bien réussi à traverser le bear market de 2018. Sorare a été créé en 2018. Donc on peut être sûr que dans les 2-3 ans qui viennent, on aura de nouvelles pépites françaises, européennes et mondiales. Alors tout ça c'est très bien, mais 100 millions d'euros, est-ce que c'est suffisant ? Surtout quand on voit ce que certains lèvent aux États-Unis, comme le fonds Andreessen Horowitz, on en parlait il y a quelques jours. Et c'est évident qu'aux États-Unis, c'est un peu la folie des grandeurs. On sait que les Américains sont
sont toujours en avance de phase sur l'Europe. Ils ont aussi un marché des capitaux qui est bien plus développé. Donc voilà, c'est surtout ça. Exactement, c'est-à-dire que les montants sont sans commune mesure avec ce qu'on observe en Europe. Il faut quand même noter que l'Europe a pas mal refait son retard. Alors vous prenez le cas d'Andreessen Horowitz. Bon, eux, ce sont un peu, et Pierre les connaît très bien, ce sont des acteurs totalement hors normes. Ils ont investi il y a déjà des années et ce sont eux qui rassemblent quasiment tous les capitaux qui s'investissent sur le marché américain. Ce qui est intéressant, c'est qu'en Europe, c'est un peu plus diffracté, donc vous avez beaucoup plus de fonds qui lèvent un peu moins, mais on sait que là, Ledger va financer des seeds, des séries A. Andreessen Horowitz, on est sur du gros, donc vous êtes tout de suite sur des séries B, des séries C, donc ça nécessite beaucoup plus de capitaux. Et dernier point, on sait que les fonds travaillent très bien les uns avec les autres, donc finalement, là, les Européens vont se positionner en avance de phase, début de phase, et puis c'est vrai que les Américains ont plutôt tendance à favoriser la croissance des entreprises. Pierre, un commentaire? C'est toujours effectivement impressionnant de voir la croissance des montants qui sont investis dans les cryptos. Encore une fois, ça veut dire que ça devient plus institutionnel et c'est tout bénef pour les utilisateurs et les startups. Pierre, vous vouliez nous parler aujourd'hui, nous alerter plutôt sur les fausses promesses concernant les transactions sur les cryptos. Alors, qu'est-ce qu'on entend par ces fausses promesses? Oui, alors on a besoin de faire beaucoup de pédagogie dans le domaine des cryptos, puisqu'effectivement, il est facile de faire des promesses à des gens qui veulent rentrer dans le secteur et qui ne le connaissent pas forcément très bien. Donc effectivement, on entend des débats sur l'impact environnemental des cryptos qui sont plutôt négatifs. Alors je voudrais rassurer ceux qui nous écoutent que, à commencer par Bitcoin, la preuve de travail que Bitcoin a dans son protocole, en fait, elle a pour effet de monétiser, par exemple, des surplus d'énergie renouvelable. Donc en fait, Bitcoin permet d'offrir un plancher de prix pour ceux qui construisent des infrastructures d'énergie renouvelable, surtout de l'hydraulique. Et ça, c'est très intéressant pour les pays émergents qui construisent ces nouvelles infrastructures et qui n'ont pas toujours un réseau. Donc ils se retrouvent avec des surplus, parce qu'on construit en général l'infrastructure de production avant que le réseau se développe vraiment. Donc on a une période où on a des surplus. Donc Bitcoin vient pour monétiser ces surplus, puisque le mineur Bitcoin va chercher l'énergie la moins chère. Et forcément, le surplus, c'est par définition ce qu'il y a de moins cher. Donc ça, c'est juste pour dire les vertus du protocole preuve de travail. Ouais. L'autre aspect, c'est qu'effectivement, avec la preuve de travail, Bitcoin offre un substitut à l'or, dont l'impact environnemental est très négatif. Donc on a quelque chose de plus propre, je dirais, avec Bitcoin comme réserve de valeur comparé à l'or. Donc là aussi, un bénéfice environnemental. Donc c'est à l'opposé de ce qu'on entend sur l'impact environnemental des cryptos. Après, il y a la tentation pour ceux qui sont sur des protocoles à preuve d'enjeu de se présenter comme étant très verts. Là, je dirais que faut modérer un peu ce propos. Ils ne sont pas plus verts que Bitcoin. C'est juste que la preuve d'enjeu, il faut comprendre qu'à ce moment-là, on crée de la monnaie sans dépenser quoi que ce soit, donc vraiment ex nihilo, sans coût d'émission. Et du coup, on a une création monétaire illimitée. Il n'y a pas de vraie limite à la création des coins à preuve d'enjeu. Même si sur une chaîne donnée, on a une limite, en fait, on peut en créer autant qu'on veut. Et un staker, quelqu'un qui participe à ces réseaux, peut participer à tous ces réseaux sans investir dans du matériel de minage, etc. Donc il faut relativiser ce qu'on entend sur ces histoires d'impact environnemental. Oui, donc la promesse que les transactions des jetons à preuve d'enjeu type DeFi, des finances décentralisées ou NFT soient plus vertes que celles de la blockchain Bitcoin. Pas forcément, puisque comme je disais, ouais. Il n'y a pas l'impact positif qu'a Bitcoin par rapport à l'or et par rapport aux énergies renouvelables. Et puis il y a le danger d'en créer beaucoup, donc créer une bulle et surtout créer de l'inflation, ce qui peut amener des effets négatifs. Donc, et au final, donc, ce ne serait pas bon pour l'adoption. Donc je crois qu'il faut rester objectif par rapport aux avantages et inconvénients de ces différents protocoles. Et pas décrire la preuve de travail, par exemple, comme quelque chose qu'il faudrait interdire, parce que j'ai entendu ça, on a été des gens qui ont la passion d'interdire, se sont dit on va peut-être pouvoir l'interdire. Je doute que ce soit faisable, mais même si ça l'était, ce serait néfaste pour l'environnement. Raphaël ? Oui, en fait, c'est vrai que c'est un sujet qui est absolument passionnant, parce qu'aujourd'hui, en 2022, on ne peut pas faire l'économie, quel que soit le sujet, du débat autour de la question de la dépense énergétique, je veux dire globalement du climat. Comme Pierre l'a très bien relevé, il y a un débat qui monte, alors qui est très ancien dans la communauté crypto, mais qui aujourd'hui est de plus en plus présent autour justement tout bêtement du fonctionnement de certaines cryptos. On sait que Bitcoin fonctionne en proof of work, et en fait le gros débat aujourd'hui est autour d'Ethereum, qui est en train de passer justement bien du proof of work au proof of stack.
Beaucoup considèrent que c'est un affaiblissement d'Ethereum parce que le Proof of Work est quelque chose de plus solide, parce que la dépense énergétique permet de garantir un système qui est plus solide et qui fait en sorte qu'il n'y a pas de création monétaire supplémentaire. Après, je pense que quoi qu'il arrive, on doit se dire qu'aujourd'hui, même si Bitcoin a ses vertus, on évalue entre 50 et 60% à peu près aujourd'hui l'énergie d'origine renouvelable qui est consommée par le réseau. Il y a encore donc 40% concernant Bitcoin qui est d'origine fossile. Et donc, elles sont fiables ces évaluations ? C'est compliqué parce qu'après ça dépend des zones géographiques. En tout cas, on commence à peu près à se mettre d'accord sur cet ordre de grandeur. Mais quoi qu'il arrive, on sait qu'il y a encore une partie de l'énergie consommée qui est d'origine fossile. Et en fait, on doit se dire, et c'est ce que par exemple Pierre Persson a proposé dans son dernier rapport, c'est de se dire, passons à 100% de green. Et là, pour le coup, effectivement, on pourra continuer en fait à avancer. Puis après, il y a le débat. Alors, le fossile, ça peut être du méthane. Et dans le cas du méthane, il y a quelque chose d'intéressant parce que le méthane, il peut être issu de l'exploitation pétrolière. C'est un sous-produit à ce moment-là d'un puits de pétrole, mais il y a un éoléoduc à ce moment-là pour le pétrole, mais il n'y a pas de gazoduc. Donc on se retrouve avec du méthane sur les bras dont on ne sait pas quoi faire. Et Bitcoin permet de monétiser le méthane, c'est-à-dire que incite à ce moment-là l'exploitant à brûler le méthane plutôt que le relâcher dans l'atmosphère. Donc il y a un effet positif sur les gaz à effet de serre, parce que le méthane, s'il n'est pas brûlé, c'est encore pire pour l'atmosphère. Donc il y a un effet positif, et ce problème du méthane est d'ailleurs relevé comme un des problèmes important, disons, dans la phase de changement climatique. Donc, c'est pour ça que le sujet est compliqué. Et il ne faut pas caricaturer, encore une fois, le fossile. Parfois, c'est mieux de brûler ce méthane dans des torchères ou dans un mineur Bitcoin que de le relâcher dans l'atmosphère. Bon, mais tout ça pour dire que la transition est en cours. Et effectivement, on n'est pas à 100%, je dirais, d'électricité, d'électricité propre hydraulique, par exemple, sur Bitcoin. Alors, autre sujet que vous vouliez évoquer, le fait que de nombreux coins ou NFT jouent sur l'argument de la rareté pour justifier leur valeur, alors même qu'il n'y a pas de limite dans la création de ces jetons. Oui, tout à fait. C'est une des fausses promesses qui est faite souvent, notamment sur les NFT. C'est pas parce qu'on fait un NFT sur une chaîne, d'ailleurs, qu'on ne peut pas le retrouver sous une forme équivalente ou analogue sur une autre chaîne. Donc, il y a déjà un problème au niveau du nombre de chaînes qui sont disponibles, de blockchains qui sont disponibles. Et en plus, ces NFT, encore une fois, leur coût d'émission étant zéro, il est évident qu'on ne peut pas garantir la rareté quand il n'y a pas de coût d'émission. Donc ça, c'est un peu gênant, effectivement, parce que ça peut créer, encore une fois, un effet des conséquences négatives qui après vont freiner l'adoption des vraies applications. Mais je pense que les gens sont quand même assez conscients maintenant de ces enjeux. On est un petit peu en retard. Autre promesse, celle de transactions confirmées en quelques secondes. Oui, alors ça, c'est effectivement... Dans la réalité, ça a été entendu très tôt dans l'univers Bitcoin, notamment parce qu'il y avait cet intervalle de 10 minutes pour confirmer, pour obtenir un bloc. Bon, il se trouve que les transactions électroniques, elles se traitent en deux phases. La première phase, c'est l'acquisition par le réseau. Donc, vous envoyez la transaction sur le réseau. Comme une carte bancaire ou les cryptos, c'est quelques secondes. En quelques secondes, le réseau a connaissance de la transaction. Et après, il y a ce qu'on appelle le traitement de la transaction, c'est-à-dire le moment où le commerçant peut récupérer l'argent. Et ça, c'est un autre problème, évidemment. Donc, au niveau, je dirais, de l'acquisition de la transaction par le réseau, on est sur quelques secondes, que ce soit une carte bancaire ou Bitcoin. Et par contre, sur la confirmation, donc quand est-ce que le commerçant peut réellement disposer de l'argent? Dans le cas de la carte bancaire, on va être sur une semaine, peut-être en tout cas plusieurs jours en général. Et dans le cas de Bitcoin, ça va être effectivement 10, 20 ou 30 minutes. Donc on voit bien que de toute façon, il n'y a pas de problème côté crypto par rapport à cette fameuse intervalle de temps. Alors une blockchain qui promettrait une confirmation au bout de 2-3 secondes, ça n'a aucun intérêt puisque cette confirmation n'aura pas plus de valeur que l'acquisition par le réseau. Et il faut attendre un certain temps pour que, avec une preuve de travail, la transaction soit réellement inattaquable. Donc tout ça, c'est des questions un peu techniques qui effectivement peuvent être mal comprises par les utilisateurs, mais la promesse de raccourcir l'intervalle entre les blocs est une fausse promesse de sécurité et n'a pas vraiment de sens du point de vue du traitement des transactions électroniques. Un commentaire, Raphaël ? Non, je suis plutôt d'accord avec Pierre sur cette question. On va devoir en rester là, malheureusement, on est pressé par le temps. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus en plateau. Pierre Noisa, président fondateur de Paymium, et Raphaël Bloch, cofondateur et rédacteur en chef de The Big Whale.